Alors, bonjour, on est ensemble pendant 1 heure et demie, 2 heures en fonction de vos questions sur la réforme des retraites, mais cette fois applicable aux contractuels. On a déjà vu les éléments sur les titulaires, donc là, sur les contractuels de droit public. Alors, je dis contractuels de droit public, mais en fait, on parle bien du régime général de la sécurité sociale, auquel sont affiliés les agents contractuels de droit public. Avant de commencer sur les modifications de la réforme, je voudrais juste poser un petit peu quelques éléments. D'une part, par rapport aux principales démarches qu'on peut utiliser, et deuxièmement, sur les différences fondamentales qui existent entre le régime spécial des fonctionnaires et le régime général de la sécurité sociale, en ce qui concerne la notion déjà de trimestre et la base de calcul de la pension du régime général de la sécurité sociale. Premièrement, en ce qui concerne les démarches, contrairement aux fonctionnaires, bien sûr qu'ils ne sont pas affiliés à la CNRACL, hein, ils sont au régime général de la sécurité sociale, et l'organe qui est responsable de la mise en œuvre du droit d'information retraite, qui est un élément introduit en 2003 et extrêmement important, ce n'est pas vous, c'est la CARSAT. C'est la CARSAT, c'est-à-dire l'interlocuteur de l'agent principal et légal en matière de retraite, c'est la CARSAT. Et ce n'est pas vous en tant qu'employeur. Ça n'empêche que vous avez quand même une oreille pour l'agent et éventuellement les accompagner sur les informations principales. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce matin, sont des informations légales et réglementaires pour comprendre et pour essayer d'expliquer aux agents en complément ou avant qu'ils aillent à la CARSAT. Je ne vais pas pouvoir vous indiquer les process. On fait du droit ici, d'autant que tous les process ne sont pas mis en place, étant donné que la réforme est rentrée en vigueur le 1er septembre en grande partie, et que, en plus de ça, il y a des process qui sont toujours pas structurés et mis en œuvre. Donc, comment je fais pour accompagner un agent contractuel qui demande des informations sur la retraite? Déjà, vous allez pouvoir le répondre par rapport aux informations que je vais vous donner ici. Par ailleurs, vous pouvez l'inviter à faire quelque chose d'assez simple, mais c'est d'aller se créer via France Connect, d'aller chercher son relevé de carrière, tout régime confondu, via un compte France Connect. Donc, on a la possibilité sur l'assurance retraite, avec le compte France Connect, d'avoir son relevé de carrière. Et on peut même aussi contacter la CARSAT pour poser des questions sur les procédures au 3960. Sur le site que l'assurance retraite, lorsque je suis connecté avec mon compte France Connect, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs démarches. Ici, je fais une photographie, un prime écran du site, consulter le relevé de carrière, donc avec les trimestres, les assiettes de cotisation qui vont servir ensuite au calcul du salaire annuel moyen, regarder la carrière, voir si elle est bien remplie, essayer de demander des mises à jour, communiquer des documents qui vont être nécessaires pour calculer la pension de retraite. Et il y a même une application smartphone, pardon, sur mon compte retraite qu'on peut télécharger et qui permet de faire tout un suivi du premier job, du premier boulot, jusqu'au moment de demander la retraite. Alors, vous le savez peut-être, vous avez un arrêté qui est sorti en fin d'été, dans lequel vous avez l'obligation de donner des informations aux nouveaux agents qui arrivent dans votre établissement, y compris les agents contractuels de droit public. Et cette obligation-là, elle s'articule aussi avec une obligation plus ancienne qui date de 2003 et qui pourtant n'est pas vraiment très appliquée, mais qui concerne le fait que toute nouvelle personne arrivant sur le marché du travail, recommençant une activité professionnelle, normalement, il devrait avoir une information sur le régime des retraites par participation et des éléments principaux
sur la retraite. Et ça, vous pouvez tout à fait le faire. Ça vient s'articuler avec l'arrêté du 30 août sur l'information des agents publics de manière générale qui arrivent dans un établissement et qui dépasse d'ailleurs le champ largement de la retraite. Mais ça peut être le moment aussi, hein, quand un agent arrive, non seulement je vais l'informer de ses droits et obligations, éventuellement faire un livret d'accueil, mais je peux rajouter 2-3 infos sur la retraite, sur les interlocuteurs. Vous êtes contractuel, votre régime de retraite de base, c'est le régime général de la sécurité sociale, votre régime complémentaire, c'est l'IRCANTEC, l'interlocuteur, c'est ça, vous avez le smartphone qui permet d'avoir l'application Mon compte retraite. Donc, c'est le moment pour déjà dire, voilà comment ça se passe la retraite et voilà quels sont vos interlocuteurs. Alors, on parle ici au régime général de la sécurité sociale et puis l'IRCANTEC, même si on ne parlera pas de l'IRCANTEC, hein, là on parle que du régime de base, ça concerne les agents contractuels droit public et les praticiens hospitaliers, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Les praticiens hospitaliers, eux, ils sont au régime général et à l'IRCANTEC, comme les agents contractuels de droit public, même si ils ont un statut de titulaire. Donc les deux sont concernés. Alors, quels sont les principes généraux et les principales différences avec le régime spécial des fonctionnaires? Premièrement, ça c'est fondamental et ça a un impact sur tout le reste, c'est la notion de trimestre. Un fonctionnaire, pour lui, sa retraite, elle est calculée par rapport à des trimestres qui sont déterminés en fonction du temps. Un trimestre, c'est 3 mois pour un fonctionnaire à temps complet. Un fonctionnaire à temps non complet étant aussi au régime général de la sécurité sociale, puisqu'il est en dessous du taux d'affiliation à la CNRACL. Au régime général, ce n'est pas du tout la même chose. Au régime général, un trimestre, ce n'est pas du temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent, plus que ça, c'est une assiette de cotisation. Et à partir du moment où j'ai suffisamment cotisé, j'ai un trimestre, quand bien même je n'ai pas travaillé 3 mois. Donc, on a, là je vous donne un extrait des périodes, des salaires validant un trimestre par année. Donc en 2010, je cotisais sur 1772 €, j'avais un trimestre. Que cette assiette de cotisation, elle se fasse en un mois ou en 2 ou 3, si je suis à temps partiel et que donc, ça s'apprécie sur l'année. À partir du moment où je cotise là-dessus, j'ai un trimestre. Et par contre, je suis limité à 4 trimestres par an. Donc, si je gagne 2000 € tous les mois, on n'a pas 12 trimestres. On est limité à 4 trimestres par an. Par contre, ça va venir augmenter un autre point qu'on va voir dans quelques instants, qui est le salaire annuel moyen de base, qui sert à calculer, qui sert de base au calcul de la pension. Cette année, le salaire validant un trimestre est de 1690,50 €. Et là, vous me dites, mais enfin, Florent, je ne comprends pas. En 2010, c'était 1772. En 2023, c'est 1690. Ça veut dire que je cotise moins, j'ai un trimestre? Oui. Oui, puisqu'à compter de 2014, et vous voyez que le changement, il est là, 2013, 1886 €, 2014, 1429,50 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est passé à une condition d'avoir une cotisation sur 200 heures brutes à une condition d'avoir une cotisation sur 150 heures SMIC. Donc, on est passé de 200 heures SMIC à 150 heures SMIC. Ce qui fait qu'on acquiert des trimestres depuis 2014 plus facilement. C'est important quand on va parler de la carrière longue, et j'en ai déjà parlé quand on a parlé de la carrière longue des fonctionnaires. Quand on donne la condition de début d'activité d'avoir au moins 4 ou 5 trimestres avant le 31 décembre de l'année des 20 ans, des 18 ans, des 16 ans, on le voit rapidement tout à l'heure, on ne dit pas qu'il faut avoir travaillé 1 an ou 1 an
les 3 mois, on dit qu'il faut avoir cotisé suffisamment. Ce qui veut dire que si j'ai des petits jobs d'été, mais qui me permettent, pendant mes 5 années d'études, d'avoir un trimestre par an, parce que je cotise suffisamment, ou j'ai suffisamment cotisé, je vais remplir la condition début d'activité. Donc c'est une différence fondamentale. Et bien entendu, on parle d'assiette de cotisation sur le brut. Oui, hein, sur l'ensemble de la rémunération, avec une petite limite, mais qui est au-dessus de ce montant validant un trimestre. Donc, vraiment, ça, c'est extrêmement important de comprendre cette différence-là. Ça veut dire que quelqu'un au régime général de la sécurité sociale qui a été payé au SMIC toute sa vie et qui n'a travaillé que 6 mois par an pendant toute sa vie, il est possible qu'il ait une retraite à taux plein. Une retraite à taux plein au sens où il n'aura pas de décote et qu'il aura peut-être un ratio qui sera égal à 1. Par contre, il aura un salaire annuel moyen beaucoup plus bas. Donc en fait, chez le fonctionnaire, la différence, c'est que un trimestre, c'est 3 mois et c'est pas des cotisations. Donc j'acquiers plus facilement des trimestres au régime général que pour un fonctionnaire. Donc aussi, les périodes de maladie qu'on va prendre en compte dans la carrière longue ont moins d'impact que pour le fonctionnaire. Mais, à contrario, la rémunération qui sert de base au calcul de la pension, ce n'est pas le traitement indiciaire correspondant à l'échelon effectivement détenu depuis au moins 6 mois au moment du dernier jour valable pour la retraite, c'est-à-dire celui que j'ai en fin de carrière, c'est la rémunération moyenne, la meilleure, que mon assuré a perçu les 25 meilleures années, le salaire annuel moyen de base. Donc, comparer, même si le calcul semble un petit peu similaire, c'est toujours un petit peu délicat entre fonctionnaires et assurés du régime général, d'autant qu'au régime général, il y a une partie complémentaire pour les contractuels de droit public l'IRCANTEC, pour les salariés de droit privé l'ARCO, la GIRC, qui est vraiment loin de négligeable. Hein. C'est un élément très important de la pension de retraite de l'assuré du régime général, dont le calcul est le suivant, salaire annuel moyen de base fois taux de pension. Et là aussi, on a une différence de vocabulaire. Chez le fonctionnaire, on va dire qu'on a le taux plein lorsque on a une durée d'assurance liquidable qui est égale à la durée d'assurance pour avoir le taux plein. Au régime général, on va parler de taux plein à partir du moment où je n'ai pas de décote. Où je n'ai pas de décote, sachant que la décote, elle ne s'applique pas au pourcentage de liquidation. Vous vous souvenez, pourcentage de liquidation, TIB fois 75%, fois durée d'assurance liquidable sur le taux plein. Et pourcentage de calcul, c'est le pourcentage de liquidation multiplié par la décote et la surcote. Au régime général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La décote ou la surcote, elle va s'appliquer ici sur le taux de pension, sur les 50%. Et au régime général, quand on dit je pars avec le taux plein, c'est que je pars avec 50% de mon salaire annuel moyen de base. Ça n'a rien à voir avec le ratio, le pourcentage qui est la durée d'assurance du régime général sur la durée de référence. Donc, le taux plein, c'est ici d'avoir 50% de son salaire annuel moyen. Et quand on parle de trimestre, eh bien, on parle de ça. Et on parle aussi pour la décote, mais des cotisations sur 200 heures SMIC avant 2014, 150 heures SMIC depuis 2014, eh bien, ça vient augmenter la durée d'assurance pour avoir le taux plein. Alors, comment je calcule le salaire annuel moyen? Les grands principes, hein, et une petite différence, mais c'est pour bien comprendre la différence avec les fonctionnaires. Le salaire annuel moyen est calculé sur les 25 meilleures années. Mais attention,
c'est calculé sur les 25 meilleures années dans la limite d'un plafond. C'est-à-dire que les cotisations au régime général, alors j'en ai une qui est plafonnée, une qui est déplafonnée. Je ne vais ne parler que de la plafonnée puisque c'est celle-là que je vais utiliser pour calculer le salaire annuel moyen de base. C'est ce qu'on va appeler la tranche 1. C'est-à-dire que la rémunération qui est soumise à cotisation et qui va être ensuite utilisée pour calculer le salaire annuel moyen des 25 meilleures années, si j'ai 25 meilleures années, c'est la rémunération qui est limitée au plafond annuel de la sécurité sociale, qui est aujourd'hui de 43 992 euros. C'est-à-dire que celui qui gagne 50 000 euros bruts, il ne cotise pour se créer des droits, ou plutôt, il ne cotise pour le salaire annuel moyen de base du régime général que dans la limite de 43 992 euros. C'est ça qui va servir au calcul de la pension. Immédiatement, vous pouvez me dire, du coup, quelqu'un qui, toute sa vie, pendant 30 ans, aurait gagné plus de 43 992 euros, aurait gagné plus de 50 000 euros, eh bien, il aurait une pension, s'il n'a pas de décote, maximum de la moitié de 43 992 euros. Eh bien non, même pas. Parce qu'il y a une petite subtilité aussi. Vous le savez, chaque année, le plafond annuel de sécurité sociale augmente. Et ce que j'ai, mon assiette de cotisation du régime général de la sécurité sociale, qui va servir au salaire annuel moyen de base, elle est revalorisée. Elle est revalorisée parce que, bien entendu, le plafond de sécurité sociale applicable en 1978 n'a rien à voir avec le plafond de sécurité sociale d'aujourd'hui. D'abord, c'était du franc, et en plus de ça, c'était certainement pas 43 992 euros. On le revalorise, mais on le revalorise moins que le plafond de sécurité sociale. Et c'est ce salaire servant au calcul des cotisations sécurité sociale, régime général, que le salaire annuel moyen de base va être calculé. Alors, cette revalorisation, elle est déterminée chaque année par rapport à un taux, par rapport à l'inflation et différents modes de calcul. Je vais vous mettre un extrait des différentes périodes, par exemple. Quelqu'un qui a cotisé en 1980, le plafond de cotisation de sécurité sociale à l'époque était de 60 120 francs. Donc, celui qui part à la retraite aujourd'hui, qui aurait cotisé au plafond ou en dessous du plafond, la rémunération qu'il va être utilisée pour le calcul de son salaire annuel moyen de base pour l'année 1980, c'est ce montant-là, revalorisé de 2,694, ce qui me fait 161 963 euros, et donc, francs, pardon, et donc en euros, 24 691,14. On est bien loin des 43 000 euros. Parce que le coefficient de revalorisation est inférieur à l'augmentation qu'il y a eu du plafond de sécurité sociale. Alors, un autre extrait du tableau de revalorisation, ici, là, quelqu'un qui, en 2010, plafond 34 620, coefficient de revalorisation 168, plafond revalorisé 4 336 et du coup en euros 304,16. Enfin, on rajoute une petite virgule. Donc, ce qui va être utilisé pour le calcul du salaire annuel moyen de base, c'est l'assiette de cotisation limitée au plafond, revalorisée. Donc, je vais prendre les 25 meilleures années de mon assiette de cotisation, que
Pour chaque année, je vais le revaloriser par rapport au coefficient de revalorisation pour chaque année. Ici, je n'ai pas tout mis, hein. J'ai mis un extrait de 78 à 84, puis de 2010, juste pour vous expliquer le concept. Donc, je prends les salaires cotisés dans la limite du plafond des 25 meilleures années. Pour chacune de ces années, j'applique le coefficient de revalorisation, ce qui me donne mon nouveau montant. Si je suis au plafond, c'est le plafond revalorisé. Si je ne suis pas au plafond, bah, ça va être mon assiette de cotisation revalorisée, que je transforme le cas échéant en euros. Ensuite, j'additionne ces 25 meilleures années, que je divise par 25, ça me fait mon salaire annuel moyen de base. On est toujours sur du brut, hein. En paye, le net, ça n'existe pas. Et c'est ça qui va servir au calcul du salaire annuel moyen de base. Ce qui fait que, en fait, le montant maximum du salaire annuel moyen de base aujourd'hui est de 40 034,93 euros. Et non pas le plafond de la sécurité sociale qu'on a vu tout à l'heure de 43 992 euros. Pourquoi? Parce que les coefficients de revalorisation ici sont inférieurs à l'augmentation du plafond annuel de la sécurité sociale. La personne qui a été PDG de Total toute sa vie et qui a gagné 600, 700, 800 000 euros par an en moyenne, eh bien, il aura une retraite maximum du régime général de 20 000 euros annuels. Parce il aura cotisé tout le temps au plafond, le plafond revalorisé, les 25 meilleures années du plafond revalorisé, ça me fait 40 000. 34,93 euros. Bien entendu, si je suis en dessous du plafond, on applique les mêmes revalorisations, mais forcément, ça fait moins. Donc, c'est vraiment quelque chose de complètement différent, hein, du régime spécial des fonctionnaires. Alors, je vous l'ai dit, il y a une cotisation qui est limitée au plafond qui sert à calculer la pension. Après, il y a une autre cotisation, hein, 1,60, qui est non plafonnée, mais ça, c'était pour financer l'assurance veuvage. Ça existe toujours. On a toujours la cotisation, mais en effet, alors c'est pas à fond perdu, hein, ça vient quand même financer le régime. Donc en effet, la retraite maximum de quelqu'un qui a toujours été au plafond toute sa vie, c'est 20 000 euros au régime général de la sécurité sociale. Et ce qui va faire aujourd'hui, et ce qui va faire la différence, ça va être les complémentaires, Arco, Agir, Kirkantec, qui ont un poids dans le calcul global d'une pension, des droits à pension d'un assuré du régime général à l'IRCANTEC ou à l'Arco-Agir, beaucoup plus important que le poids de la RAFP pour les fonctionnaires. Alors maintenant qu'on a vu les principales différences, eh bien, qu'en est-il des cas de liquidation des droits à pension? Déjà, il y a une différence fondamentale aussi pour les fonctionnaires, c'est qu'on a une déconnexion du statut et de la retraite. Il y a une différence entre les deux, notamment pour les contractuels de droit public. Pour les contractuels de droit public, j'ai un statut de contractuel de droit public qui est chez vous organisé et par le Code général de la fonction publique et par le décret 91-155. Mais si j'ai un agent qui part, y compris en limite d'âge, il ne liquide pas nécessairement sa pension. Pour bénéficier d'une pension du régime général et de l'IRCANTEC, mais on va parler ici aujourd'hui du régime général, il faut la demander. Si je ne la demande pas, je ne l'ai pas. Et c'est déconnecté d'un licenciement, d'une démission ou autre. Alors qu'un fonctionnaire, un des cas de départ à la retraite, c'est aussi un cas de radiation des cadres du statut de fonctionnaire. Donc là, mis à part un rôle un petit peu d'information, d'envoi vers les interlocuteurs CARSAT, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'articulation entre la vie professionnelle de l'agent
et sa retraite et ses relations avec la caisse des retraites en tant qu'assuré. Il faut qu'il fasse sa demande sur le site de l'assurance retraite. C'est dématérialisé avec en théorie un délai minimum de 4 mois. C'est ce qu'on appelle la garantie de paiement au régime général. Mon assuré du régime général qui fait une demande au moins 4 mois avant, en théorie, il est assuré d'avoir une retraite dans les 4 mois. Dans les faits, étant donné qu'il y a beaucoup de départs et autres, ça devient assez compliqué et il arrive que la caisse ne soit pas à même de verser vraiment la pension et va verser qu'une partie ou le minimum contributif, le temps de, euh, de reprendre. Alors, c'est vraiment important ce que je dis là, de déconnecter le statut contractuel avec la retraite. Par exemple, est-ce qu'il y a une limite d'âge au régime général? Non, il n'y a pas de limite d'âge au régime général. Mais il y a une limite d'âge statutaire. On va en parler rapidement. Il y a une limite d'âge statutaire prévue par le Code général de la fonction publique pour les contractuels de droit public, qui en l'occurrence est 67 ans. Mais si vous licenciez par limite d'âge un agent contractuel de droit public, c'est pas pour ça qu'il liquidera sa pension. Il peut très bien reprendre une activité professionnelle sans demander la liquidation de sa pension. C'est déconnecté. C'est pas la même chose. Et je peux continuer à cotiser sans quasiment de limite au régime général de la sécurité sociale. Alors, quand peut-on liquider ses droits à retraite au régime général? Au régime général, les possibilités de liquidation de la pension sont beaucoup moins, étaient plutôt beaucoup moins riches qu'au régime spécial des fonctionnaires, et qui ont pour autant été augmentées avec la création de nouveaux cas de liquidation qui sont rentrés en vigueur le 1er septembre, avec des idées qui reprennent un petit peu les idées du fonctionnaire. Donc déjà, il y a l'âge. Bon, c'est comme pour les fonctionnaires, hein. D'ailleurs, pour les sédentaires, d'ailleurs, le décret 2003-1306 sur la retraite des fonctionnaires renvoie au Code de la sécurité sociale pour tout ce qui va être âge d'ouverture de droit. Donc l'âge d'ouverture de droit, c'est comme pour les fonctionnaires, il évolue de 3 mois par an à compter des personnes nées le 1er septembre pardon, 1961, donc va augmenter de 3 mois par an pour arriver à 64 ans. Avec une durée d'assurance qui augmente. Remarquez qu'ici, je ne parle pas de limite d'âge d'affiliation au régime général, mais par contre, on va le voir, il y a une limite d'âge qui est statutaire, prévue par le Code général de la fonction publique. J'ai prévu de vous en parler. Mis à part l'âge, j'ai d'autres cas d'ouverture de droit à pension. Donc, je peux partir avec un taux plein, donc avec 50%, si non seulement j'ai atteint l'âge d'ouverture de droit, donc qui passe de 62 à 64 ans, et que j'ai le nombre de trimestres en durée d'assurance, tout régime confondu, pour avoir le taux plein, ou à 67 ans. Donc, comme c'est pas mal pour les fonctionnaires, à 67 ans, même si je n'ai pas le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, je n'ai pas de décote. J'ai 50% de mon salaire annuel moyen des 25 meilleures années. Alors, le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, bien entendu, augmente. Donc, pour avoir le taux plein, il faut non seulement que je parte à mon âge d'ouverture de droit et que j'ai la durée d'assurance, tout régime confondu, pour avoir le taux plein. Donc, c'est comme pour les fonctionnaires. Mais j'ai des cas de départ anticipé, d'ouverture de droit anticipé, permettant d'avoir le taux plein, qui sont liés soit aux conditions d'ouverture de droit anticipé, soit
à la raison pour laquelle je pars. Premièrement, j'ai 67 ans. Donc là, je pars, même si je n'ai pas le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, je n'ai pas de décote, donc j'ai 50% de mon salaire annuel moyen. Par contre, ce n'est pas pour ça que le ratio sur la durée d'assurance carrière divisé par la durée pour un taux plein est égal à 1, notamment si je suis dans le cas du polypensionné. Et j'ai des cas particuliers, et c'est là où il y a un étoffement des cas de liquidation au régime général de la sécurité sociale. Premièrement, il y a la carrière longue qui obéit, et on va le repasser rapidement, à moins que vous ayez des questions, mais on va repasser rapidement parce que c'est la même chose que pour les fonctionnaires, la différence étant la notion de trimestre. Donc, finalement, je remplis les conditions potentiellement plus facilement au régime général qu'en tant que fonctionnaire. Le départ anticipé au titre du handicap, comme pour les fonctionnaires, avec justement un système qui se rapproche de celui du fonctionnaire. Avant, il fallait 80% de handicap pendant 20 à 30 ans pour ouvrir un droit au titre du handicap au régime général. Là, on a fait comme pour les fonctionnaires, on est redescendu à un taux de 50%. Au régime général, il y a le compte de pénibilité, le C2P que j'appelle. Simplement, ce compte de pénibilité n'est pas applicable pour les agents publics. Par contre, peut-être que vous avez un contractuel qui, par ailleurs, a travaillé dans le privé et qui a un compte de pénibilité lui permettant d'avoir un âge d'ouverture de droit, ou plutôt à 62 ans. En fait, c'est 2 ans avant l'âge d'ouverture de droit des droits communs. L'incapacité permanente, donc l'incapacité permanente qui permet de partir entre 60 et 62 ans avec des petites modifications. Je vais essayer de vous présenter ça le plus simplement possible. Et un nouveau cas, qui est l'inaptitude au travail, au plus tôt à 62 ans. Donc on va les voir un petit peu en détail. Alors, simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas confondre la retraite à taux plein avec la limite d'âge des contractuels. La limite d'âge des contractuels, elle est, comme pour les fonctionnaires, fixée par le Code général de la fonction publique. En l'occurrence, aux articles L556-11 et suivants du Code général de la fonction publique. Et il est de 67 ans. Il est de 67 ans, donc vraiment, il ne faut pas confondre d'un côté la limite d'âge et la demande de la liquidation de la pension du régime général. Je peux très bien arriver en limite d'âge, être licencié pour ce fait-là, et ensuite, derrière, de bénéficier, de reprendre une activité professionnelle sans avoir liquidé mes droits à pension du régime général. Alors après, il y a aussi le dispositif de reprise d'activité qu'on verra en fin de présentation, comme pour les fonctionnaires. Mais sinon, c'est déconnecté. Je suis licencié par le limite d'âge, je reprends une activité dans le privé où il n'y a pas forcément nécessairement de limite d'âge. Après, ça dépend de l'activité et la convention collective. Et je continue à me créer des droits au régime général de la sécurité sociale. Alors, bien entendu, comme pour les fonctionnaires, il y a des possibilités de rester au-delà de la limite d'âge. Premièrement, c'est les reculs de la limite d'âge. Donc, c'est comme pour les fonctionnaires. C'est pareil. Enfant à charge, 1 an par enfant, 1 an si l'agent avait 3 enfants vivants à l'âge de 50 ans et l'enfant mort pour la France. On a aussi les prolongations d'activité pour carrière incomplète, comme pour les fonctionnaires. La différence étant, je l'ai souligné, c'est que, c'est une prolongation d'activité maximum 10 trimestres, sous réserve des droits au recul de la limite d'âge, si l'intérêt du service ne s'oppose pas au maintien de l'agent, et si j'ai une durée d'assurance inférieure à la durée requise pour le taux de 50%, c'est-à-dire tout régime confondu, c'est pour la décote ou la surcote. Alors que pour les fonctionnaires, c'est la durée d'assurance nécessaire qui doit être inférieure pour avoir un taux plein, mais la durée d'assurance liquidable, c'est-à-dire celle de fonctionnaire. Donc, on a
comme pour les fonctionnaires, cette possibilité-là. Et comme pour les sédentaires, on a la possibilité d'un maintien en fonction sans licenciement jusqu'à l'âge de 70 ans. Donc, c'est pour les sédentaires uniquement. Un contractuel est toujours considéré comme sédentaire. Donc, il pourrait rester jusqu'à 70 ans. Alors, en plus de ça, le cumul de tout ça ne peut pas aller au-delà de 70 ans. Alors, c'est pas tout, hein. Il y a aussi une disposition particulière du fait des difficultés d'avoir certains types de personnel, mais on a l'article 138 de la loi de finances de 2022 qui a maintenu la dérogation de pouvoir, par dérogation à l'article L556-11 que j'ai évoqué, de fixer à titre transitoire à 72 ans jusqu'au 31 décembre 2035 la limite d'âge des infirmiers. Donc eux, ils ont une limite d'âge particulière, donc ils pourraient rester jusqu'à 72 ans. Ou vous pourriez recruter un infirmier qui était fonctionnaire, qui a liquidé ses droits à pension, ou pas d'ailleurs, qui jusqu'à 72 ans en contractuel de droit public. Donc, mais ça, c'est la limite d'âge statutaire qui est en vigueur depuis le 14 juin dernier. Alors, comme pour les fonctionnaires, on a des cas de liquidation anticipée de l'agent public, enfin, de l'assuré du régime général, pardon. Premier cas qu'on a déjà vu ensemble et sur lequel je vais passer rapidement, même si j'ai remis les diapos au cas où, c'est la carrière. La carrière longue, deux conditions. Premièrement, une condition de début d'activité, comme pour les fonctionnaires. Donc, c'est avoir un début d'activité 4 ou 5 trimestres avant le 31 décembre de l'année des 20 ans, des 16 ans, des 18 ans ou des 21 ans. Et deuxièmement, une durée réputée cotisée, carrière longue. Comme pour les fonctionnaires, on a un élargissement des périodes réputées cotisées. Même si, du fait qu'un trimestre, ça soit des cotisations sur 200 ou 150 heures SMIC, fait que l'impact de ces périodes sans activité est moindre. Je vais être très pratique. J'ai un assuré du régime général qui, une année, a travaillé 6 mois et le reste de l'année, il était au chômage indemnisé. Sur les 6 mois, s'il était payé au SMIC, il a déjà 4 trimestres. Donc sur cette année-là, il a déjà ses 4 trimestres carrière longue. Alors que le fonctionnaire, s'il a travaillé 6 mois, il a pris 6 mois de dispo dans lequel il n'a pas exercé de fonction, d'activité professionnelle, eh bien du coup, lui, il n'a que 2 trimestres qui sont pris en compte au titre de la carrière longue. Les 6 mois. Différence qui est la conséquence du fait qu'un trimestre, ce n'est pas la même chose. C'est aussi pour ça, quand vous avez un relevé carrien du régime général, vous constatez qu'il n'y a pas nécessairement les dates pendant lesquelles vous avez travaillé. C'est normal parce que tout ça est apprécié de manière annuelle. Alors des fois, il y a quand il y a changement d'employeur, mais sinon, on apprécie ça de manière annuelle. Au régime général, comme pour les fonctionnaires, on rajoute des périodes réputées cotisées qui sont dans la limite de 4 trimestres, les périodes d'interruption d'activité qui sont liées à des périodes familiales ou liées aux enfants. Donc, les périodes de cotisation à la VPF. L'assurance vieillesse des parents au foyer. Ça, c'est pas toujours très connu. C'est le fait que lorsque je perçois des prestations des caisses d'assurance familiale, des caisses d'allocation familiale, pardon, en fonction du revenu du ménage, je vais avoir la caisse qui va cotiser pour moi dans la limite à hauteur d'un SMIC. Donc, c'est un petit peu un revenu de parent, quelque part. Non seulement j'ai un revenu, mais en plus, je cotise à la retraite dans la limite d'un SMIC. C'est la période d'assurance vieillesse de parents au foyer qui, avant, ne permettait pas
d'être prises en compte pour remplir la condition de départ anticipé au titre de la carrière longue, mais maintenant qui vont être pris en compte. Donc, il faut quand même avoir cotisé en fait à la VPF, remplir les conditions liées à la VPF. Et puis, on crée aussi une assurance vieillesse de proche aidant. On va le voir à la fin. Donc, ça ne concerne pas les situations d'aujourd'hui, mais pour le futur, les personnes qui ont perçu l'assurance vieillesse de proche aidant, qui ont du coup eu l'allocation journalière de proche aidant, et qui, en fonction d'un niveau de revenu, ont bénéficié de l'assurance vieillesse de proche aidant, ben, ces périodes-là seront, elles aussi, prises en compte dans les conditions pour ouvrir un droit à la carrière longue. Il en est de même pour l'allocation de présence parentale qui ouvre droit aussi à l'allocation au proche aidant. Au régime général, on a aussi eh bien, une infusion entre la durée réputée cotisée et la durée pour un taux plein, comme pour les fonctionnaires. Donc en fait, c'est les mêmes règles, la différence étant que un trimestre n'a pas le même effet entre le fonctionnaire et l'assuré du régime général. Comme pour les fonctionnaires, on a 2 nouvelles bornes d'âge qui sont ouvertes. Avant 16 ans, j'ouvre à 58 ans. Si j'ai commencé entre 16 et 18, je peux ouvrir droit au plus tôt à 60 ans. Si j'ai commencé entre 18 et 20, je peux ouvrir droit au plus tôt à 62 ans. Et si j'ai commencé entre 20 et 21 ans, je peux ouvrir droit au plus tôt à 63 ans, ce qui me fait, pour la génération 70 qui est sortie de la période transitoire, qu'on va rapidement rappeler, eh bien, l'âge normal, c'est 64 ans. Si j'ai commencé mon activité avant 16 ans, donc que j'ai 4 ou 5 trimestres cotisés, et quand je dis 4 ou 5 trimestres cotisés, ce n'est pas nécessairement 4 ou 5 trimestres effectivement travaillés, ce sont des cotisations sur 150 ou 200 heures SMIC en fonction de la période pendant laquelle je l'ai fait. Et c'est si j'ai 58 ans, donc je commence avant 16 ans, à 58 ans, si j'ai au moins 168 trimestres, là encore, 168 trimestres, tout régime confondu, mais au régime général, un trimestre, c'est de la cotisation. J'ouvre un droit à 58 ans et je peux éventuellement, si je le souhaite, partir à 58 ans. 60, 62 ou 63. Bien entendu, il y a des dispositions transitoires avec l'introduction petit à petit des différentes bornes liées à l'augmentation de l'âge d'ouverture de droit de 62 à 64 ans. Donc, on introduit petit à petit ces périodes-là. Et on a la clause de sauvegarde, c'est-à-dire que pour les personnes qui remplissaient la condition de durée d'assurance avant l'entrée en vigueur de la réforme le 1er septembre, ils continuent à pouvoir ouvrir un droit. L'idée étant de ne pas leur enlever leur droit. Et ensuite, pour les générations comptées de 64, petit à petit, on introduit les différentes bornes pour arriver à compter de la génération 70, comme on a vu tout à l'heure, à la fin de la période transitoire. Autre cas d'ouverture de droit avant l'âge légal, c'est le handicap. Donc, comme pour les fonctionnaires, et même d'ailleurs, on a une amélioration au régime général et on va avoir deux assouplissements qui amènent à avoir une situation équivalente à celle des fonctionnaires. Premièrement, comme pour les fonctionnaires, mais pour les fonctionnaires, c'est depuis 2011, mais comme pour les fonctionnaires, le taux d'incapacité, le taux de handicap, il passe de 80 à 50%. Donc c'est comme pour les fonctionnaires, il faut une 50% de handicap. Et comme pour les fonctionnaires, il faut 50% de handicap alors que j'ai travaillé. Alors que j'ai travaillé, comme pour les fonctionnaires, on supprime la double condition de durée d'assurance et de durée d'assurance cotisée pour ne garder que la durée d'assurance cotisée. Et comme pour les fonctionnaires, en fait, il faut avoir exercé une activité professionnelle alors que j'ai été atteint d'un handicap de 50% pour pendant un certain nombre d'années en fonction de l'âge auquel je souhaite partir pour pouvoir ouvrir un droit de manière anticipée avec une disposition transitoire comme pour les fonctionnaires. Donc on se retrouve avec
les mêmes situations, une incapacité permanente de moins 50%, au plus tôt à 55 ans, si j'ai travaillé alors que j'étais atteint de cette incapacité pendant une durée qui dépend de l'âge auquel je souhaite partir. Ici, pour la génération 73, je peux partir à 55 ans si j'ai travaillé pendant 112 trimestres alors que j'étais atteint d'un handicap de 50%. Je peux partir à 56 ans si j'ai travaillé pendant 102 trimestres alors que j'étais atteint d'un handicap d'au moins 50%. Et ainsi de suite, avec des dispositions transitoires, comme pour les fonctionnaires, ce sont les mêmes, qui permettent de ne pas augmenter et de garantir un droit pour des agents qui les remplissaient déjà. En fait. On ne va pas enlever les droits qu'ils avaient déjà acquis avant la réforme des retraites. Donc, période transitoire jusqu'à la génération 70 que j'ai évoquée tout à l'heure, où j'arrive à la fin de la période transitoire. 73, j'arrive à la fin de la période transitoire. Mis à part ces cas d'ouverture de droit au titre de la carrière longue ou au titre du handicap, qui sont similaires aux fonctionnaires, on a d'autres cas de départ anticipé. Il y a le compte personnel de prévention, mais qui ne s'applique pas aux agents publics, sauf s'ils remplissent les conditions du régime général chez un employeur privé. Mais sinon, s'il est chez vous et vous n'avez pas de compte personnel de formation, de prévention dans la fonction publique. Par contre, on a des cas d'ouverture de droit et de possibilité de liquidation anticipée. Premièrement, c'est l'ouverture de droit à la liquidation au titre de l'incapacité permanente. Donc, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir liquider de manière anticipée la pension de retraite entre 60 et 62 ans, je vais préciser ça, pour les victimes d'un AT-MP. Donc, c'est les personnes qui ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui a entraîné une incapacité permanente d'au moins 10%, qui est en lien éventuellement avec une exposition aux facteurs de pénibilité. On va voir dans quel cas. Simplement, ces deux éléments se déclinent en deux situations. Première situation, c'est la possibilité de liquider la pension de retraite à 60 ans pour les assurés qui ont un taux d'IPP d'au moins 20%. Et la possibilité de liquider 2 ans avant l'âge légal, donc à terme 62 ans, pour les personnes qui ont un taux d'IPP lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle de 10 à 19%. Alors, si je prends pour les personnes qui peuvent liquider leur pension de retraite, s'ils justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 20% consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. Donc, je suis un agent contractuel. J'ai eu un accident ou une maladie professionnelle qui a été prise en charge par le régime général de la sécurité sociale. Je suis consolidé avec séquelles qui entraînent un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 20%. Dans ce cas-là, eh bien, j'ai la possibilité de liquider ma pension à 60 ans, avec une petite spécificité pour l'accident où, même si ça a fait débat, ça doit entraîner des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, avec une appréciation par le médecin du travail. Donc, je suis un agent contractuel. J'ai une maladie professionnelle, prise en charge par la Caisse de la Sécurité sociale, qui je suis consolidé avec des séquelles entraînant un taux d'IPP d'au moins 20%, je peux demander ma retraite à 60 ans. Ça existait déjà, c'est simplement qu'on a un petit peu multiplié les situations. Si jamais j'ai pas 20%, mais que j'ai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dans ce cas-là, je peux, si je suis victime d'une maladie ou d'un accident qui entraîne un taux qui est entre 10 qui est de 10 et jusqu'à 19, donc moins de 20%,
Je peux éventuellement demander la pension de retraite à partir du moment où j'ai été exposé à un ou plusieurs risques de facteurs professionnels mentionnés par le Code du travail pendant au moins 17 ans. 17 ans. Ça ne vous rappelle pas un truc, ça, 17 ans? C'est la condition d'ouverture de droit dans la fonction publique pour les fonctionnaires qui sont de la catégorie active. Donc, il y a une certaine logique dans tout ça. C'est un petit peu, sans en étant aussi, entre guillemets, favorable par rapport à l'âge d'ouverture de droit, il y a une petite inspiration quand même de l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, quels sont les facteurs de risque professionnel prévus par ce code? Bon, on a la manipulation manuelle de charge, les postures pénibles définies comme position forcée des articulations, vibrations mécaniques, des agents chimiques dangereux, donc l'activité exercée en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit, tout ce qui va être en fait environnement physique agressif, le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante, donc en 3 et 8, le travail répétitif, caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'existence de mouvements répétés. Tout ça, c'est ce qui est lié au rythme de travail. On a 3 types de facteurs de risque professionnel. Et ces facteurs de risque professionnel, elles doivent entraîner une incapacité permanente. Donc, il faut un lien entre l'incapacité de la personne à travailler et l'exposition aux facteurs de risque professionnel. En fait, grosso modo, il faut que la personne, elle ait contracté une maladie pro ou eu un accident du travail en lien avec ces facteurs-là qui le rendent inapte, incapable d'exercer sa fonction de manière permanente et qui entraîne un taux d'IPP d'au moins 10% et jusqu'à 19%. Et le lien entre l'exposition et l'incapacité permanente est apprécié par une commission pluridisciplinaire qui est chargée de liquider les pensions à ce titre. Donc, c'est ce qu'on appelle les pensions en cas d'incapacité permanente. Et puis, il y a le petit nouveau. Le petit nouveau qui est créé par la réforme. Les autres ne sont que modifiés. Le petit nouveau qui est créé par la réforme, eh bien, c'est la retraite au titre de l'inaptitude. Donc là, je vais pouvoir faire le lien avec la notion de pension d'invalidité du régime général que j'ai évoqué tout à l'heure. Une pension au titre de l'inaptitude, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de pouvoir obtenir la liquidation de sa pension du régime général à 62 ans, et non pas 64, ou 62 et 3 mois, et ainsi de suite, pour les personnes qui sont en inaptitude de travail, qui sont, et ça c'est le cas le plus fréquent, qui ont une pension d'invalidité. Je vous ai dit, au régime général, j'ai mes IJ, après mes IJ, j'ai ma pension d'invalidité si j'ai rempli les conditions, par de gain d'au moins 2/3, et derrière, je suis éventuellement licencié pour inaptitude par mon employeur, sachant que, on l'avait déjà vu dans un webinaire, le fait de percevoir une pension d'invalidité n'est pas un élément qui permet de justifier une inaptitude. Pas du tout. Ce sont deux choses différentes, l'inaptitude et le licenciement pour inaptitude d'un agent contractuel qui doit être précédé dans ce cas-là de l'avis de la commission consultative paritaire et de l'avis du médecin agrégé est indépendante de la pension d'invalidité. Mais mon assuré du régime général qui a une pension d'invalidité pourra obtenir sa pension au titre de l'inaptitude, sa pension de substitution, non pas à 62, mais non pas, pardon, à 64, ou à 62 et 3 mois et ainsi de suite, mais à 62 ans. Sont concernés aussi les bénéficiaires de la AH, réputés inaptes au travail, et les assurés qui ont un taux d'incapacité au moins égal à 50%, sans pour autant avoir une pension d'invalidité, ce qui est quand même assez rare, et un taux qui est reconnu par la CDPH. Comme pour le départ anticipé au titre du handicap. Donc les personnes, prenons un exemple, je suis un infirmier contractuel de droit public et à 50 ans, je me retrouve à avoir un état de santé qui m'empêche de continuer les fonctions. J'ai des IJ pendant 3 ans,
Au bout de 3 ans, j'ai une pension d'invalidité du régime général. J'ai une perte de capacité de gain d'au moins 2/3. Mon employeur, parallèlement, me licencie avec la procédure disciplinaire. Je perçois, à partir de 53 ans, ma pension d'invalidité du régime général. Je l'aperçois tout le temps, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 62 ans, et non pas 64. Et à 62 ans, eh bien, j'aurai ma pension de retraite qui va venir se substituer à ma pension d'invalidité et qui sera calculée comme une pension de retraite du régime général, salaire annuel moyen, fois 50%, fois durée d'assurance carrière divisé par durée d'assurance pour avoir le taux plein. Et mes périodes de perception de ma pension d'invalidité comptent pour la retraite en durée d'assurance. Donc, chaque période de 50 jours va compter pour un trimestre. Et du coup, à 62 ans, j'aurai une calcul de ma pension sans décote. Et comme si, quelque part, j'avais continué, enfin pas quelque part, comme si j'avais continué à travailler à euro constant. Ce qui change par rapport à aujourd'hui, c'est que c'était le même process, sauf qu'aujourd'hui, j'allais jusqu'à l'âge d'ouverture de droit du régime général. Là, c'est 2 ans avant l'âge d'ouverture de droit du régime général. Après avoir vu ces différents types d'ouverture de droit, on va voir les éléments principaux de calcul de la pension et surtout ceux qui sont modifiés. Sur le calcul de la pension, on a une formule qu'on a déjà vue tout à l'heure, qui est donc le salaire annuel moyen de base. Je vous le rappelle, le salaire annuel moyen de base, c'est le salaire soumis à cotisation limité au plafond de la sécurité sociale applicable l'année concernée et revalorisé compte tenu du coefficient de revalorisation qu'on a évoqué tout à l'heure. Je prends les 25 meilleures années, s'il y a 25 meilleures années. S'il y en a que 10, je prends que 10 ans, si je travaille que 10 ans. Hein. Bon. Et je le divise par 25 ou par le nombre d'années pendant lesquelles j'ai travaillé. Ça me fait mon salaire annuel moyen de base qui, en l'occurrence, ne peut pas dépasser 40 000 et quelques, comme on l'a vu tout à l'heure. Multiplié par le taux, 50%. Mais 50%, c'est quand j'ai le taux plein. Si j'ai une décote, comme chez les fonctionnaires, la décote, elle ne s'applique pas au pourcentage liquidable, elle s'applique au taux ici de 50%. Et au régime général, quand je dis partir à taux plein, c'est de partir avec 50%. Et enfin, multiplié par la durée d'assurance au régime général, divisé par la durée de référence, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de trimestres. Qu'est-ce qu'on va avoir au régime général de particulier par rapport au régime spécial des fonctionnaires? Premièrement, je vous l'ai dit, un trimestre. C'est des cotisations sur 200 ou 150 heures. Sinon, on va retrouver un petit peu les mêmes idées. Simplement, bon, on a un versement par le rachat de trimestre. Donc là, on a des dispositifs sur le rachat de trimestre à coût réduit dans la limite de 4 trimestres. Maintenant, la demande, je dois la déposer au plus tard le 31 décembre de l'année des 40 ans. Avant, c'était avant. Enfin, il fallait le faire plus jeune. Maintenant, jusqu'aux 40 ans, je peux déposer ma demande. Et le rachat de trimestre à coût réduit pour stage en entreprise, gratifié si on a eu, c'est jusqu'au 31 décembre de l'année des 30 ans. Donc, théoriquement, on devrait mettre ça dans la convention de stage pour les stagiaires, donc c'est plutôt pour l'avenir. Et j'ai la possibilité de racheter des trimestres dans la limite de 12 trimestres là, pour les mandats électoraux et les sportifs de haut niveau. Bon, ça ne va pas courir les rues chez vous, mais en tout cas, c'est une nouveauté que je voulais partager. Autre élément, comme pour les fonctionnaires, c'est la possibilité de commencer à se créer de la surcote à partir de l'âge de 63 ans, dans donc maximum 5 trimestres, 5%. Alors, ça ne rentre pas en vigueur maintenant, puisque aujourd'hui, l'âge d'ouverture de droit est avant 63 ans et je commence à faire de la surcote à compter de l'âge d'ouverture de droit. Donc, mais dans les années à venir, je vais pouvoir déclencher de la surcote à 63 ans. Et chez les fonctionnaires, je l'avais déjà présenté, c'est la même chose, sous réserve quand même d'avoir au moins un trimestre de bonus ou de majoration de durée d'assurance
au titre de la majoration de la maternité ou de l'adoption ou l'éducation des enfants, ou au titre des enfants handicap. Ce qui fait que, eh bien, et bien sûr, le nombre de trimestres pour un taux plein, ce qui fait qu'à partir de 63 ans, euh, normalement, je commence à faire de la surcote à compter de 64 ans, de manière transitaire à compter de l'âge d'ouverture de droit. Et du coup, si j'ai au moins 172 trimestres et que j'ai au moins un trimestre de majoration pour enfants, je peux commencer à faire de la surcote à partir de 63 ans. Une autre modification sur le calcul de la pension, qui est comme pour les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on a introduit des possibilités d'avoir la prise en compte des majorations de durée d'assurance pour enfants, y compris en cas de décès de l'enfant. En cas de décès de l'enfant, avant la 4e année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration d'éducation est de 4 trimestres. La majoration de durée d'assurance pour enfants au régime général, j'ai 4 trimestres liés à l'arrivée de l'enfant au foyer et 4 trimestres liés à l'éducation. Avant, s'il n'avait pas élevé pendant au moins 9 ans, c'était proratisé. Maintenant, si l'enfant décède, on donne 4 trimestres. C'est un petit peu comme pour les droits liés aux fonctionnaires. Avant, c'était mort pour la France. Maintenant, c'est tout simplement décédé. Qui plus est, depuis 2010, pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2010, il y a un partage qui peut se faire entre les personnes qui ont élevé l'enfant. Parent 1, c'est lui qui a la majoration liée à l'arrivée de l'enfant au foyer. Parent 2, donc il n'aura pas les 4 trimestres de l'arrivée de l'enfant. Les trimestres d'éducation, c'est 4 trimestres et on peut les partager. 2, 2. Ou 4 pour l'un, 0 pour l'autre, ou 3, 1. J'ai même vu des personnes qui l'avaient mis dans leur contrat de mariage d'emblée, qu'ils allaient se partager les trimestres de majoration de durée d'assurance. Autre élément sur le calcul de la pension, où finalement il n'y a pas beaucoup de changements, c'est l'augmentation du minimum contributif. Donc le minimum contributif, c'est le minimum de pension en fait, du régime général. C'est un petit peu comme le minimum de garantie et qui obéit à la même logique. Ce minimum contributif, il est aussi conditionné par le fait d'avoir une pension à taux plein, donc ne pas avoir de décote, donc avoir 50%. Donc soit par rapport à le nombre de trimestres, soit par rapport à l'âge, 67 ans, et il est de 1322,87 euros par mois. Donc si j'ai une pension inférieure à 1387, 1322,87 euros par mois, je peux bénéficier de ça. Cependant, il ne faut pas en conclure que le minimum d'une pension d'un assuré du régime général est de 1322,87 euros par mois. C'est comme pour le minimum garanti, ça c'est le maximum du minimum contributif, un petit peu comme il existe le maximum du minimum garanti. Donc j'ai un calcul qui est en deux fois. Donc j'ai un montant fixe qui est 709,13 euros. Donc c'est ça, le minimum, qui est donc augmenté de 25 euros par mois. Ça c'est, voilà, j'ai le droit à ma retraite, j'ai ça. Et si je réunis la durée d'assurance maximum au régime général. Par contre, si je n'ai pas la durée d'assurance au régime général, je vais avoir une proportion de ce minimum garanti. C'est-à-dire que si j'ai que 150 trimestres sur 172, eh ben, j'aurai 150 172e de 709,13 euros, comme pour le minimum garanti. Et puis, j'ai une majoration pour des périodes cotisées de 120 trimestres minimum. Donc là, je vais avoir 847,57 euros en plus. Donc, ce qui me fait l'un plus l'autre, le maximum du minimum garanti de 1322,87 euros. Si je le résume, j'ai le nombre de trimestres pour la durée maximum du régime général, j'ai 709,13 euros. Et j'ai très certainement aussi les 847,57 euros, puisque j'ai mes 130 trimestres cotisés. Si je n'ai pas le trimestre pour un taux plein, ben, j'ai que un pourcentage de
Alors, autre élément hein, sur le minimum contributif, c'est sa mise en application. Parce que le minimum contributif, c'est calculé au moment de la liquidation de la pension de retraite. Or, il y a des gens qui ont déjà le minimum contributif qui, du coup, est plus bas. Donc, la réforme des retraites prévoit une majoration exceptionnelle de ce minimum contributif pour justement le ramener au minimum contributif nouveau créé par la réforme des retraites, avec théoriquement une mise en œuvre à compter du 1er septembre, mais ils ont déjà prévu dans le décret que, bah, comme on n'y arrivera pas en termes de délai, bon, eh ben, on le fera au plus tard, au printemps 2024, avec un effet rétroactif. L'objectif étant de ramener le minimum contributif au nouveau minimum contributif du régime général. Autre élément, hein, donc sur le salaire annuel moyen de base, je vous l'ai dit, c'est le salaire revalorisé des 25 meilleures années, donc limité au plafond de sécurité sociale, divisé par 25. Et c'est bien le salaire qui est soumis à cotisation. Du coup, il y avait des périodes qui, notamment pour les femmes, où c'était une bonne année pour elles. Et c'est l'année où ils ont eu leur enfant. Elles ont eu des indemnités journalières maternité, mais elles ne sont pas prises en compte dans les 25 meilleures années. Du coup, ça diminuait un petit peu leur salaire annuel moyen de base. Et donc, eh bien, on a l'introduction de la prise en compte de ces périodes d'indemnité journalière de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2012 pour éviter, dans le cas où il n'y avait pas un maintien de salaire de la part de l'employeur, d'avoir une diminution du salaire annuel moyen de base. Enfin, il y a de nouvelles périodes qui vont être prises en compte. On en a parlé lors de la première intervention et je disais, je ne sais pas parce que le texte n'est pas sorti. Et en effet, le décret est enfin sorti. Il y a maintenant la prise en compte des trimestres sans contrepartie de cotisation. On ne savait pas lesquels. Le décret le précise. Donc, on a bien comme promis les TUC, les travaux d'utilité collective, mais pas que. On a les stages jeunes volontaires, les périodes de programme d'insertion locale euh, et les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau. Donc toutes ces périodes-là, je vais les prendre en compte en durée d'assurance carrière du régime général. Avec le principe suivant, c'est du jour, hein, c'est pas de la cotisation. 50 jours, c'est un trimestre de plus. Et souvent, hein, sauf situation particulière, c'est ce principe-là. Quand j'ai pas de cotisation, c'est 50 jours qui me font un trimestre. Et enfin, là, promis, c'est le dernier, j'en ai déjà parlé, c'est la création pour le futur d'une assurance vieillesse pour aidants. Je vous ai parlé de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer. Là, c'est l'assurance vieillesse pour les aidants qui permet aux personnes qui sont aidants familiales de pouvoir avoir une cotisation un peu comme la VPF et donc du coup de se créer des trimestres au régime général. Mais du coup, ce sera pour le futur et pas pour aujourd'hui, puisque c'est les périodes qui comptent aujourd'hui, avec quelques petites modifications. Comme pour les fonctionnaires, et même avant les fonctionnaires, on avait la retraite progressive. Donc la retraite progressive, bien entendu, est maintenue. Simplement, on a des modifications des conditions pour bénéficier de la retraite progressive. Comme pour le fonctionnaire, je vais pouvoir bénéficier du dispositif de retraite progressive à partir du moment où je suis à 2 ans de mon âge d'ouverture de droit. Donc ici, je vous ai fait un tableau. L'âge normal euh, euh, de départ à la retraite, donc de 62 à 64 ans. Et l'âge de retraite progressive, c'est 2 ans avant cet âge de départ à la retraite. Euh, donc,
on va pouvoir bénéficier de cette retraite progressive dans des conditions qui sont les mêmes que pour les fonctionnaires, c'est-à-dire avoir une activité à temps partiel. Par contre, au régime général de la sécurité sociale, on nous parle de temps partiel entre 40 et 80%. Pour les agents contractuels de droit public, on se retombe face au statut des agents contractuels de droit public qui ne peuvent pas avoir de temps partiel inférieur à 50%. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses 50% pour les agents contractuels de droit public. Et comme pour les fonctionnaires, justifié de 150 trimestres, tout régime confondu. Et une fois que ces conditions sont remplies, l'agent va pouvoir va pouvoir faire une demande de retraite progressive, et l'employeur, il faut qu'il remplisse une attestation. Alors, je ne vous ai pas mis les liens vers ces documents parce qu'ils sont, à ma connaissance, à la date à laquelle je fais cette intervention, pas à jour. Comme beaucoup de choses, hein, on a encore du travail à faire pour que ça soit mis en place, y compris pour les fonctionnaires. Mais lorsque j'ai un assuré du régime général, un contractuel de droit public qui vient vous voir, qui dit voilà, je voudrais avoir une retraite progressive, il faut qu'il fasse une demande de temps partiel. On va appliquer les règles normales du temps partiel avec un entretien si on veut faire un refus. Et ensuite, derrière, on va lui prendre une décision d'autorisation de service à temps partiel. Et je vais aller télécharger l'attestation. Quand ça sera à jour, c'est facile, hein, attestation temps partiel, retraite progressive, vous le trouverez. Et vous communiquerez cette attestation à l'assuré qui pourra l'utiliser pour faire cette demande de retraite progressive à la caisse. C'est l'assuré qui fait la demande et non pas vous. Contrairement à la CNRACL où vous passez, où l'agent passe par votre truchement, puisque l'interlocuteur de la CNRACL, c'est vous et non pas directement l'agent. Et la pension, c'est comme pour le fonctionnaire, c'est-à-dire qu'on va calculer la pension du régime général à 100%, normalement, à la date à laquelle je demande la date d'effet de ma retraite progressive. Et ensuite, je vais verser la quotité non travaillée à l'agent. Donc, si je suis à 80, je vais lui verser 20%. Et là encore, il faudra communiquer régulièrement s'il y a des modifications sur le temps partiel, ces informations pour que la caisse puisse en tenir compte. Tout comme pour les fonctionnaires, on a la même règle, c'est que si mon agent reprend à temps plein, on va suspendre la retraite progressive. Donc, du coup, il faut en informer la caisse. C'est l'agent qui devra le faire. Après, rien ne vous empêchera peut-être, je l'espère, sur l'attestation, de mettre une durée du temps partiel qui est concerné. Et à partir du moment où les conditions sont à nouveau remplies, on pourra reprendre cette pension qui cessera au moment où la personne demande la liquidation de sa pension globale du régime général. Déjà quand il remplira les conditions, bien sûr, mais aussi quand il demandera la liquidation de cette pension dans les conditions de droit commun qui, bien entendu, prendra en compte les périodes pendant lesquelles l'agent a cotisé au régime général de la sécurité sociale, avec un petit garde-fou, c'est que le montant ne pourra pas être inférieur au montant de la pension de base cumulée. Et je ne vois pas tellement comment ce serait possible, mais en tout cas, ils ont mis ce petit garde-fou. Dernier point, le cumul emploi-retraite. Alors, il n'y a pas de changement sur les règles de cumul emploi-retraite de base. C'est comme pour les fonctionnaires, la possibilité de se créer un nouveau droit dans le régime général de la sécurité sociale si je reprends une activité professionnelle. Donc, cumul emploi-retraite, il est limité au revenu plus la retraite à 160% du SMIC ou du dernier salaire d'activité. On va parler de cumul limité lorsque mon agent, il n'a pas le nombre de trimestres pour avoir le taux plein ou n'a pas atteint l'âge du taux plein. Donc il faut qu'il liquide l'ensemble de ses droits, qu'il ait le nombre de trimestres pour avoir le taux plein,
ou qu'il ait l'âge du taux plein. Dans ce cas-là, il est en cumul emploi non limité. Par contre, s'il ne remplit pas ces conditions, il est en cumul d'emploi limité. Il faut qu'il attende, dans ce cas-là, au moins 6 mois avant de reprendre une activité chez le dernier employeur. Il peut prendre chez un autre. Et en plus, il a cette limitation d'articulation entre les revenus et la retraite, avec une obligation de rembourser une partie de la retraite qu'il perçoit le cas échéant. Après, il y a la possibilité d'être en cumul non limité. Donc là, c'est quoi? C'est que j'ai le nombre de trimestres pour avoir le taux plein. J'ai liquidé tous mes droits à pension. Dans ce cas-là, je peux reprendre chez le dernier employeur, mais si je reprends avant 6 mois chez le dernier employeur, je ne peux pas me créer de nouveaux droits. Puisque, en fait, le changement de la réforme des retraites, c'est le fait de permettre de se créer de nouveaux droits. Donc, il y a cette condition de nouveaux droits au régime général. Donc, si je suis un contractuel de votre établissement, que je demande la liquidation de ma pension, j'ai ma pension, que je suis à taux plein, je peux reprendre sans limitation de cumul de ma pension plus mes revenus chez le même employeur. Par contre, je ne peux pas me créer de nouveaux droits. Si je veux me créer de nouveaux droits, il faut soit que je change d'employeur, soit que j'ai 6 mois si je reprends chez le même employeur. Avec, comme pour tout le monde, dans le cadre de cette création de nouveaux droits, c'est une évaluation au régime général, pas d'impact sur les droits initiaux, pas de décote sur la nouvelle pension, une acquisition de droits uniquement par cotisation et une limitation à 5% du plafond annuel de sécurité sociale, c'est-à-dire je ne peux pas me créer un droit à pension qui est grosso modo supérieur à 2 000 €. Bien, je vous remercie.